et son entreprise. À mes côtés aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lionel Morer. Donc, on va rapidement présenter parce que Lionel, tu es tombé dedans quand tu étais petit, finalement, dans ce SSI-CA. Alors déjà, on introduit deux sigles, SSI et CA, donc système... sécurité du système d'information. Voilà, c'est ça. Et puis, quelque chose de très important aussi, parce qu'on n'y pense pas toujours, mais quand on a des systèmes automatisés notamment, le CA, c'est la continuité d'activité. Voilà, hein, c'est pas du tout le chiffre d'affaires. Voilà, c'est la CA et non pas le CA. Voilà. Donc tu as aujourd'hui une trentaine d'années d'expérience dans le sujet, dont 20 en particulier. Ouais, donc ça fait effectivement une trentaine d'années que je travaille dans le système d'information et plus spécifiquement depuis 97 dans le domaine de la sécurité de l'information et de la continuité d'activité. Je suis passé par des grandes sociétés, des petites sociétés, voilà, et aujourd'hui je suis effectivement le président de ma propre société, un petit cabinet de conseil qui s'appelle Atexio, et où j'interviens également comme consultant principal. Voilà. Alors, si on résume en quelques mots, en quelques lignes, donc les différentes compétences. Aujourd'hui, mes compétences, elles sont connectées à ce qu'on fait au sein du cabinet. Elles sont autour des problématiques de conseil, d'audit, de formation, dans les métiers de l'organisation, de la continuité d'activité et de la sécurité du système d'information. Alors la continuité d'activité, c'est quelque chose de stratégique, notamment même, on pourrait se dire, mais enfin moi je fais du marketing et aujourd'hui le marketing finalement c'est ponctuel. Alors de plus en plus dans le domaine du marketing, on est dans l'automatisation d'un certain nombre de systèmes, notamment avec le marketing automation, c'est le nom en parle, et donc tout est connecté autour du référentiel client unique, des différentes bases de données, des campagnes marketing pour la génération de leads, etc. Et on peut avoir une rupture dans la chaîne qui peut, je vais dire, planter la totalité des opérations qu'on pourrait engager. Donc, la continuité d'activité, c'est effectivement stratégique, notamment parce que les équipes de vente sont connectées, parce que les centres d'appel sont connectés, donc la continuité d'activité est un point névralgique. Complètement. Organisation et suivi, tests d'intrusion et d'audit technique. Alors ça, on va y revenir bien évidemment, mais c'est un des axes majeurs du travail sur la cybersécurité, en fait. Oui, complètement. Alors, il y a effectivement deux grands domaines d'activité dans la cybersécurité, enfin même trois d'ailleurs. Il y en a un qui touche la problématique de sécurité physique, clairement. C'est un premier sujet qu'on ne traite pas spécifiquement chez Atexio. Et puis ensuite, on a la problématique d'organisation, de mise en œuvre de processus autour de la sécurité. On va largement en parler dans la suite de ce webinaire. Et puis, bien entendu, la vision technique, comment je mets en place un certain nombre de mécaniques techniques pour me protéger, pour protéger mes données. Alors, en plus de tout ça, effectivement, tu interviens dans différents organismes pour notamment rédiger rédiger les normes, en fait. Oui, des normes, des bonnes pratiques, un certain nombre de choses autour de ces problématiques de continuité d'activité. Effectivement, ça fait un petit moment maintenant que je traîne, si je puis dire, mes guêtres dans différentes structures. Bon, on va pas passer très longtemps là-dessus, mais le CLUSIF, qui est une association, ça veut dire le Club de la sécurité de l'information français, c'est la plus grande association sur le sujet aujourd'hui en France. J'en suis membre depuis, vous voyez, 98, depuis près de 20 ans, et j'en suis un des administrateurs. Le CCA, c'est le Club de la continuité d'activité, où je suis également membre depuis un certain temps et administrateur. L'AFNOR, où je fais partie du groupe de travail, où on écrit les normes ISO 27000, dont on parlera après, entre autres, qui tournent autour de la problématique sécurité de l'information. Et puis, effectivement, j'interviens aussi en tant que formateur dans différentes écoles, dans différents instituts sur ces différents sujets. Voilà, donc j'ai aussi cette idée et cette envie de passer de l'information, de passer du savoir et de faire monter les gens en compétences. Très bien, alors c'est ce qu'on va faire au cours de ce webinaire. Et on est dans un contexte aujourd'hui, Lionel, qui est celui de la cybercriminalité, qui est en augmentation parce qu'il y a du piratage de toutes parts. Oui, alors très clairement, être cybercriminel aujourd'hui, c'est moins risqué. Moi, j'ai l'habitude de dire, vous rentrez dans une banque avec un pistolet et vous la braquez, vous sortez avec quelques dizaines, voire centaines de milliers d'euros, au mieux, et puis si vous vous faites prendre, vous prenez 20 ans. Aujourd'hui, le code pénal français, alors, les choses sont en train de changer, mais à l'instant où on se parle, le code pénal français dit, quand on se fait prendre à braquer une banque de façon informatique, c'est 5 ans.
Et là, les mafias, les cybercriminels, qui est vraiment un monde organisé, hein, ont bien compris tout ça. Et aujourd'hui, il y a une vraie recrudescence de la cybercriminalité pour aller chercher de l'argent. Hein. C'est vraiment la vocation première, c'est d'aller chercher de l'argent. On vient de le voir encore tout récemment. Hein. Je pense que certains d'entre vous, j'espère que vous ne l'avez pas vécu en vrai, mais en tout cas, vous en avez certainement entendu parler, WannaCry, le ransomware qui a défrayé la chronique en fin de semaine passée et pendant tout ce week-end, qui a infecté plusieurs dizaines de milliers d'entreprises dans le monde, et un certain nombre en France. On n'a pas encore forcément tous les chiffres, on ne les aura de toute façon pas parce qu'il y en a qui l'auront et qui ne le diront pas. Où on est là dans le ransomware, vous recevez un logiciel qui s'installe, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, hein, mais qui s'installe sur votre machine et qui va chiffrer, qui va crypter l'ensemble de vos données. Et pour récupérer la code de décryptage, il va vous falloir payer une rançon en Bitcoin, généralement, donc voilà, sur Internet, sur un site. Et puis quand vous payez, vous avez à peu près toutes les chances de ne jamais recevoir la clé de décryptage malgré tout. Malgré tout, voilà. Donc on conseille fortement aux sociétés qui se font avoir de ne pas payer. Et la réponse à ça, c'est tout bête, ça s'appelle la sauvegarde. Voilà. Donc si on n'a pas effectivement géré un peu ces sauvegardes sérieusement et sauvegardé les données critiques, et dans le data management, les données critiques potentiellement, il y en a un certain nombre, et qu'on ne s'est pas posé les bonnes questions, effectivement, on peut le payer très cher. Il y a des sociétés qui meurent de ne pas avoir fait les choses proprement. Alors effectivement, on est dans ce monde omniconnecté aujourd'hui, dans ce monde digital dans lequel les clients vont communiquer un certain nombre d'informations à caractère personnel à l'entreprise, en particulier les coordonnées bancaires, parce que voilà, on achète beaucoup en carte bleue, donc c'est vrai que le digital nous facilite d'une certaine façon la vie, parce que c'est excessivement pratique, mais d'un autre côté, ça commence à imposer pour les entreprises un certain nombre de contraintes, en particulier pour répondre à ces contraintes de cybercriminalité. Donc tout ça, il y a des lois et des règlements nouveaux qui interviennent. Alors tu avais mis BAL, Solvency, ouais, voilà, tout à fait, ouais. Donc voilà, alors la liste est loin d'être exhaustive, hein, mais en tout cas, il y a effectivement un certain nombre de lois, de règlements qui s'imposent en fonction des métiers, en fonction, voilà, BAL, on va être dans le monde de la banque, Solvency, on va être dans le monde de l'assurance. Santé, il y a tout un tas d'obligations en termes de protection de la donnée, des données de santé qui existent. Et là, il y a plusieurs lois. La LPM, la loi de programmation militaire, qui est une loi qui date de 2014 et qui impose un certain nombre de choses à des entreprises qu'on nomme OIV, opérateurs d'importance vitale. Donc là, c'est l'État qui identifie ces entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, en disant, voilà, certains types d'entreprises sont vitales pour l'État France, et si jamais il leur arrivait un problème, l'État France serait potentiellement impacté, et dans ce cadre-là, l'État impose des choses au travers de cette loi dite LPM. Bien sûr, le RGPD, dont on parle beaucoup actuellement, qui, vous le savez, sera actif en mai 2018, et qui là aussi, c'est la super CNIL alors, européenne. Voilà, le RGPD, on en a parlé ici pas mal sur la chaîne du Data Management Analysis, c'est le règlement général sur la protection des données. Alors Lionel, tu as raison de le souligner, il rentrera il sera effectivement en mai 2018, le 25 mai, le vendredi 25 mai, je crois, 2018. Mais par contre, sachez-le, il est actif pour tous les nouveaux traitements dès le 1er mai de cette année, même de 2016, pardon, de 2016, puisqu'il a été voté, depuis la publication, il a été voté en avril 2016, et donc il est en vigueur pour tous les nouveaux traitements depuis mai 2016. Et dans ce RGPD, notamment, il y a quelque chose d'extraordinairement contraignant, et quelque part c'est bien aussi pour le consommateur, puisque c'est lorsque tu te fais pirater les données dans l'entreprise, l'entreprise est obligée de communiquer. Donc il y a une notion d'image de marque qui va rentrer en ligne de compte. Elle est obligée de dire, voilà, mes données ont été piratées, et donc de communiquer auprès de ces différents clients. Et puis bien sûr, on est dans un contexte aujourd'hui où on veut de la sécurité, on veut de la tranquillité, et c'est tout à fait légitime. Alors pour ça, on a quelques statistiques quand même qui sont assez frappantes. Les plus grandes craintes des entreprises d'ailleurs, c'est bien sûr l'atteinte à la réputation à 40%. La perte ou le vol d'informations personnelles, parce que là, on vient de le souligner avec, entre autres, le RGPD et puis les autres lois, mais il y a aussi cet aspect de vol de propriété intellectuelle, la perturbation des activités, les pertes financières, les risques juridiques, le coût, bien sûr, le coût de cette sécurité aussi, parce que, le coût de ce piratage. Alors, c'est pas le coût du piratage, c'est le coût après piratage. Voilà. C'est les coûts d'enquête et de contrôle, ce qu'on appelle dans le jargon le forensic.
parce que tu l'as fait remarquer tout à l'heure, on a effectivement un jargon avec nos acronymes. et dans notre jargon, voilà, cette ligne-là, elle s'appellerait forensic, c'est-à-dire j'ai été attaqué, j'ai subi une attaque quelconque, et je vais payer des experts divers et variés pour aller vérifier ce qui s'est passé. Je vais payer des avocats, je vais payer différentes personnes ou entités pour être capable de traiter ce problème. Donc ce n'est pas le coût du vol en tant que tel. Peut-être que vous êtes fait voler toutes vos données importantes et ça n'a peut-être pas de prix. Mais là, c'est vraiment le coût de la réaction à l'attaque. Et alors, on voit d'ailleurs que ça, derrière, les chiffres ici nous montrent 2796 entreprises atteintes, ressenties en 2014. Donc ça, c'est en augmentation parce que la croissance là-dessus, elle est à, je ne sais pas si elle est à 2 chiffres ou pas, mais en tout cas, elle est forte. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans ce chiffre-là, c'est qu'il est à la fois grand et petit, mais on est encore dans un cadre aujourd'hui en France où il n'y a pas d'obligation de déclaration. Ce chiffre, c'est l'ONDRP qui l'a publié, donc je vais lire ma note, c'est l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Ça sous-entend que là, les entreprises ont porté plainte. Oui. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation de porter plainte, à part quelques cas particuliers, typiquement les OIV dont j'ai parlé tout à l'heure, les opérateurs d'importance vitale, et quelques structures qui ont cette obligation, mais la majorité des entreprises en France ne sont pas soumises à cette obligation. Là aussi, ce sont des choses qui sont en train de changer, et on devrait voir des lois arriver qui obligent les entreprises à porter plainte lorsqu'elles ont une perte de données. Les Américains parlent de data breach. Et ils ont mis eux en place aux États-Unis une loi qui s'appelle le Patriot Act, suite typiquement aux avions dans les tours, suite aux attentats de 2001, qui oblige 100% des entreprises américaines à faire ce type de déclaration. Et quand on regarde aux États-Unis le nombre de déclarations, il est phénoménal. Le nombre d'entreprises qui se font voler ou alors soit voler des données, soit qui subissent des intrusions est extrêmement important. En fait. Aujourd'hui, ce chiffre de pas tout à fait 3000, 2800 recensés en 2014, on estime qu'il est très 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 loin de la réalité. Ça doit représenter moins de 10% de la réalité. Donc il y a beaucoup plus d'entreprises qui subissent aujourd'hui des dégâts, mais la majorité ne le déclare pas, ne porte pas plainte parce qu'elles n'ont pas cette obligation de le faire. Donc le chiffre de 4,8 millions également perdu en moyenne, c'est aussi un chiffre qui découle de ces déclarations et donc qui est sous-estimé, qui vous évaluez de la même façon. Alors pas tout à fait pour le coup, parce que là c'est le Ponemon Institute. Le Ponemon Institute, c'est aux États-Unis que ça se passe. Et donc en fait, alors ça a été traduit en euros, le chiffre à l'origine est en dollars, et là on est bien sur la valeur d'une perte moyenne, mais bon voilà, on est sur pratiquement 5 millions d'euros quand on perd une donnée. Donc même quand on est une petite structure de quelques dizaines, quelques centaines de personnes, 4,8 millions d'euros, ça peut représenter une somme non négligeable au regard du chiffre d'affaires. Voilà, c'est loin d'être neutre. Plus 50% d'attaques. Ouais, donc là aussi pareil, c'est une vision américaine, c'est des chiffres de PwC, qui identifient qu'effectivement le taux de croissance, encore une fois, la cybercriminalité, c'est rentable. Et les risques sont globalement, c'est par exemple plus vrai aux États-Unis, où les peines pénales sont au même niveau que vous braquez la banque avec un pistolet ou avec un ordinateur. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en France, on a encore un peu de chemin à faire sur ce sujet-là. Alors c'est peut-être lié aussi à certaines idées reçues parce que on a bien situé ici le sujet sur data marketing et cybersécurité. Pourquoi? Parce que la plupart aujourd'hui de nos services commerciaux et marketing sont outillés avec un certain nombre justement de logiciels où forcément on va avoir des failles de sécurité, on va s'exposer et puis finalement on se dit mes données n'ont pas de valeur. Enfin bon, il y a tout un tas de choses. Voilà, dans ces idées reçues, nous on n'est pas concernés. Il y a clairement un certain nombre d'idées reçues qu'on entend très très régulièrement. On se rend compte globalement, avant de revenir sur chacune d'entre elles, globalement on est bien dans un modèle où on est plutôt en réaction qu'en proaction. Ouais, donc voilà, donc nous ne sommes pas une cible, mais qui pourrait s'intéresser à nos données? Bien sûr. En fait, la donnée, il faut le savoir, elle a une valeur dans le dark web, sur le marché gris. Une donnée aujourd'hui, ça vaut quelques centimes à quelques dollars, quelques centimes de dollars à quelques dollars. Donc une donnée, c'est un nom, une adresse par exemple, c'est un numéro de carte bancaire, c'est un numéro de RIB. Donc en fonction de la donnée, on est sur ce niveau-là. Donc quelques centimes à quelques dollars, en soi, c'est rien. On est là dans le monde du data marketing. Le data marketing, c'est des dizaines de milliers, centaines de milliers, millions de données qui sont traitées. Quand vous multipliez quelques centimes de dollars ou quelques dollars par des centaines de milliers ou des millions, ça commence à faire beaucoup d'argent et clairement, ça intéresse fortement les cybercriminels.
Voilà. Nos données ne sont pas sensibles, ben, ça rejoint la même idée. Hein. C'est effectivement, ça ne nous semble pas sensible pour nous, mais est-ce que ça n'est pas pour d'autres? Quand on est aussi, encore une fois, amené à manipuler les données des autres, attention. Nous utilisons les dernières technologies en sécurité. Alors, c'est très bien, et là-dessus, j'ai entre guillemets rien à dire, mais la majorité des attaques aujourd'hui, elles se passent aussi, enfin pas la majorité, mais en tout cas un certain nombre, un grand nombre des attaques aujourd'hui se passent aussi de l'intérieur. Donc vous pouvez avoir les meilleures technologies, mais est-ce que vous avez mis des process en place qui vont permettre de garantir à minima la protection des données, et y compris de l'intérieur? Voilà, et puis tout est autorisé sauf. Ça, c'est aussi effectivement quelque chose qu'on entend assez classiquement. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la sécurité par l'obscurité. C'est une technique, voilà, mais ce n'est pas la meilleure. Voilà. Alors, d'un point de vue commercial et marketing, puisque c'est quand même aussi le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc quels sont les risques? C'est bien sûr les sites web, qui sont institutionnels, e-commerce et espace client, etc., qui sont des véritables portes, bien sûr, pour cette cybercriminalité. Alors, leur inaccessibilité, le reroutage, le détournement, le référence, etc., peuvent vraiment provoquer des dégâts. Le détournement de données clients, parce que, bien sûr, le CRM, le RP, les mails sont importants, les fiches signalétiques, les coordonnées bancaires, l'historique, le scoring et autres, et puis détournement de données produits. Donc tout à l'heure on parlait d'espionnage industriel, hein, c'était un des troisièmes points dans les statistiques. Tout à fait. Alors, la réalité, voilà, on va peut-être passer relativement, vous retrouverez cette diapo pour qu'on rentre un tout petit peu plus rapidement maintenant dans l'aspect du système de management de sécurité de l'information, qui est le SNSI, encore un sigle important. Tout à fait, mais très important dans notre domaine. Et qui nous rapproche de l'ISO 27001. Tout à fait, voilà. Donc, en fait, l'ISO 27001, très rapidement, hein, c'est une norme internationale, hein, puisqu'elle est portée par l'ISO. C'est une famille de normes. Alors, la 27001 est un document à part entière, mais il y a en fait toute une famille de normes. Il y a aujourd'hui une cinquantaine de documents autour de l'ISO 27000X. Cette norme ISO 27001 définit ce que c'est qu'un SMSI, un système de management de la sécurité de l'information. L'idée du SMSI, c'est de mettre en place un certain nombre de processus, de procédures, et bien sûr d'accompagner ça de technologies et d'organisation pour garantir que l'on gère sa sécurité. Alors, on ne vous garantira jamais que vous êtes sécurisé à 100%. Ça n'existe juste pas. Malheureusement, si on peut le dire, mais en tout cas, entre je ne fais rien et je mets en place des processus qui vont me permettre d'être sérieux dans la gestion de ma sécurité, l'ISO 27001 sert à ça. On va travailler dans le monde de la sécurité sur 3 grands critères. Alors, il y en a d'autres, hein, je n'insisterai pas sur les autres. Hein, les 3 grands critères: la confidentialité, parce que l'information doit être confidentielle au regard de tout ou partie, à la fois de mon entreprise en interne, mais aussi des partenaires ou des externes qui peuvent accéder à cette information. L'intégrité, parce que mon information doit être valide au moment où j'en ai besoin. A priori, on doit pouvoir répondre oui, elle devrait l'être. Et puis la disponibilité. Et là, ça rejoint la problématique de continuité d'activité aussi dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'au moment où j'ai besoin de mon information, elle est disponible? Voilà. Donc, on va avancer dans l'ISO 27001 avec des processus, et en particulier, on va chercher à gérer les risques. Alors moi, j'ai l'habitude de dire, en fait, l'idée, c'est je suis malade, je le sais, et je me soigne. Et quand on est malade, on peut avoir un rhume et ça se soigne en 5 jours, ou on peut avoir une maladie à vie, un problème de cœur, un problème de je ne sais pas quoi, et où il va falloir prendre des médicaments tous les jours. Et c'est bien cette idée-là de la gestion des risques. J'ai une vision j'ai un certain nombre de risques inhérents à mon système d'information. Voilà, par exemple, le hacking, par exemple, le virus. Vous ne pourrez jamais empêcher un virus d'arriver. Par contre, vous pourrez le bloquer. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de mécaniques qui vont permettre de gérer toute cette sécurité. On va les détailler là maintenant, process par process. Alors, Roland, on répondra à votre question tout à l'heure. On va répondre à l'ensemble de vos questions à la fin de ce webinaire, parce que là, on est en train de prendre un petit peu de retard. Donc, première étape, c'est le cadrage et l'analyse de l'existant, avec, bien évidemment, toujours cette phase de définition préalable. Donc, c'est identifier les mesures mises en place, évaluer le niveau de maturité dans l'entreprise avec des livrables qui sont un inventaire des mesures et la vision des processus, voilà. La vision des outils mis en place. Là, l'idée, effectivement, c'est d'avoir
Quand on arrive sur un système d'information, il n'y a jamais rien. Il tourne le système d'information. Par exemple, je parlais d'antivirus tout à l'heure, c'est assez rare qu'on arrive dans une organisation et qu'il n'y ait pas d'antivirus. Ce qui est bien assez rare, hein, ça peut arriver malgré tout. mais bon, donc voilà, donc l'identification de ce qui est déjà présent va être important. Et puis donc de là, on va pouvoir positionner un niveau de maturité au regard de la norme et des exigences de la norme. Voilà, donc ce qui va nous permettre ensuite d'enchaîner avec l'étape 2 et définir donc, par rapport au périmètre une certaine politique. Tout à fait. Alors là, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais qui est affiché ici, c'est que la norme ISO 27001, on peut se certifier sur ce modèle. Donc on peut le déployer, le SMSI, sur un modèle en se disant, moi je veux me mettre un peu à l'état de l'art dans une bonne pratique sans aller chercher une certification, ou alors on peut se dire, moi j'ai besoin de cette certification, c'est un avantage concurrentiel, ça va m'être utile. Il y a aujourd'hui un peu moins de 400 entreprises qui sont certifiées ISO 27001 en France, et c'est quelque chose qui est en train de croître très fortement, parce que de plus en plus de clients finaux, je vais dire, le demandent. Et donc, dans ce cadre-là, on va définir le périmètre de la certification ou du SMSI, si on n'est pas dans un mode certifiant. Et puis, on va formaliser la politique du SMSI, c'est le point d'après, qui va permettre d'expliquer à quoi va servir le SMSI. Donc, les livrables, ça sera le livrable de politique et le document de périmètre. L'étape 3, c'est l'analyse des risques et la DDA, donc encore un sigle que tu vas que je vais expliciter, voilà. Tout à fait. Alors, l'analyse des risques, tout d'abord, c'est l'idée de ce que je disais tout à l'heure. Je suis malade, je le sais. Pour le savoir, il faut analyser ces risques. Donc, on va regarder où sont les informations les plus sensibles et comment est-ce qu'elles sont traitées. L'idée, c'est de ne pas sécuriser tout, et pour le plaisir de sécuriser, c'est de sécuriser ce qui est nécessaire à sécuriser, en fonction des lois, des règlements, des enjeux business, des enjeux commerciaux, etc. etc. Donc l'analyse de risque, elle sert à ça. Donc là, vous voyez qu'il y a également, dans la famille des ISO 27000, une norme qui sert à faire ce type d'analyse. Il y a d'autres méthodologies, on ne va pas rentrer là dans le détail des méthodologies, mais sachez qu'il y en a d'autres le cas échéant. Voilà, le DDA. Voilà, on va y déclarer la DDA, la déclaration d'applicabilité. En fait, la norme ISO 27001 dispose d'une annexe. Cette annexe reprend 114 mesures de sécurité qu'il est bon de mettre en œuvre dans le cadre d'un processus de type SMSI. Ces 114 mesures, on va effectivement les prendre en compte pour savoir si elles sont applicables à l'organisation. Je vous prends un exemple. Par exemple, dans les mesures à mettre en place, il y a des mesures liées au développement de logiciels. Si l'organisation ne fait pas de développement de logiciels, ces mesures ne seront pas appliquées. Voilà, tout simplement. C'est l'exemple qui est très simple. Ou il y a des mesures liées, par exemple, à l'utilisation du Wi-Fi. Si jamais il n'y a pas de Wi-Fi déployé dans l'organisation, les mesures ne seront pas appliquées. Donc on va faire le tri un petit peu dans les 114 mesures pour identifier celles qui vont s'appliquer à l'organisation et celles qui ne s'appliqueront pas. Et pour celles qui vont s'appliquer, on va décrire relativement le plus détaillé possible, on va dire, la façon de mettre en œuvre ces différentes mesures. Et c'est sur cette base-là que se fera le SMSI et, le cas échéant, la certification. Alors, je précise, Lionel, que cette démarche, Amavis l'a entreprise avec Cabinet Atexio, et que c'est réalisable, bien évidemment, pour des PME, puisque Amavis est une PME de 25 personnes, voilà, et donc ça reste tout à fait gérable, parce que quand tu parles des 114 mesures, quand tu parles de tout un tas de choses, comme ça, on pourrait se dire, oui, mais il faut déjà avoir... Voilà. C'est une usine à gaz et ça va juste être ingérable pour moi. Alors, très clairement, cette norme, elle s'applique de façon pragmatique, que ce soit dans les petites ou dans les grandes structures. Bien sûr, des grandes structures le font également. Plus le périmètre est élargi et plus il y a un nombre de personnes, un nombre de sites, etc. important, bien sûr, plus ça va être, j'allais dire lourd, mais c'est pas forcément le bon mot, mais en tout cas un peu plus complexe à déployer. Et quand vous êtes dans des plus petites structures, il y a tout à fait une façon pragmatique et efficace de le faire. On a annoncé, nous, en fin d'année passée, une société de 80 personnes à la certification que l'on a accompagnée. Donc, encore une fois, on peut tout à fait le déployer. Et effectivement, on est en cours d'accompagnement d'analyse. On peut tout à fait le déployer dans des petites structures tout en n'étant pas des usines à gaz et à des coûts tout à fait raisonnables. On va chercher une certification. Voilà, c'est un sujet qu'on va aborder après. Donc l'étape 4, c'est le processus ISO, donc objectif, bien sûr, toujours la construction du SMSI. Bien sûr.
Donc là, on est vraiment dans les processus ISO 27001. La norme décrit un certain nombre de processus qu'il faut mettre en œuvre pour garantir qu'on s'occupe correctement de la sécurité de l'information et qu'on met des choses qui sont cohérentes au regard de nos enjeux et de nos moyens, bien entendu. L'aspect coût est toujours pris en compte dans la mise en place d'un SMSI. On va aussi, dans ces étapes-là, former, sensibiliser l'ensemble des personnes, parce qu'il y a ceux qui s'occupent purement et simplement du SMSI en interne de l'organisation. Donc ça peut être par exemple un RSSI, un responsable de la sécurité du système d'information, lorsqu'il existe, ou son pendant, un équivalent. Ce n'est pas forcément un job à temps plein non plus, ça dépend de la taille de l'organisation, bien entendu. Mais il faut aussi sensibiliser l'ensemble du personnel, voire des acteurs externes, si vous avez des prestataires et qui vous travaillez, etc. Ces gens-là doivent être aussi au courant d'un certain nombre de choses que vous mettez en place au sein de votre organisation en matière de sécurité. Alors ça, c'est très important parce que Lionel, quand on a commencé à travailler ensemble, d'ailleurs, j'ai été surpris, une fois, je me suis mis à tes côtés, tu avais ton ordinateur sur ton ordinateur portable et j'étais incapable de lire ton écran parce que tout simplement, Lionel, sur son écran, on ne peut pas vous montrer à la caméra, mais il a un filtre polarisant qui fait que s'il est dans le train, par exemple, eh bien, la personne ne peut pas lire à côté, c'est quelque chose de tout bête, mais je parlais tout à l'heure des forces de vente commerciales et autres. Hein. Donc, on ne peut pas lire, même si on est son voisin, qu'on soit à droite ou à gauche, d'ailleurs, ça ne change rien. Il faut vraiment être en face de l'écran pour pouvoir le lire. Et puis alors, il y a aussi quelque chose qui m'a amusé, c'est que ta webcam, elle était masquée pas par impossible, mais par quelque chose qui s'enlève. Voilà, alors, Lionel nous montre sur l'écran. Voilà, donc là, voilà, vous voyez ma webcam, voilà. Vous voyez mon écran. Et si je tourne, voilà. Vous ne voyez plus ce qu'il y a dessus. Effectivement, on voit bien l'action du filtre polarisant. Je vais le mettre là. Voilà. Alors, ça polarise et on ne voit plus. Donc, dès qu'on est sur un angle de 30 degrés, à peu près 25-30 degrés, donc dans un avion, dans un train, on n'est pas capable de voir ce que je suis en train de faire, même si généralement, j'évite de travailler sur des sujets très sensibles malgré tout. Voilà. Donc, et alors, je t'avais demandé avec Malice si tu avais mis du chewing-gum ou de la pâte à modeler dans ton micro, parce que évidemment, il m'a dit, j'ai mis un logiciel spécifique anti-piratage, puisque à distance, on peut activer votre webcam. Alors, c'est pas uniquement dans les films, hein, comme dans le Scandale, par exemple, on peut allumer un téléphone à l'insu de la personne et sans qu'elle s'en rende compte. En plus, on peut allumer sa webcam, on peut allumer son micro et donc l'espionner de façon complète. Et donc, ça, lorsqu'on a des forces de vente, lorsqu'on a des gens qui sont bien évidemment à l'extérieur, nomades, voilà, qui sont nomades, hein, et bien ce type d'équipement, qui n'est pas forcément onéreux d'ailleurs, c'est déjà un premier état et c'est une certaine sensibilisation tout à, à ce qu'on évoquait. C'est aussi, alors l'idée de la sensibilisation, c'est bien ça, hein, c'est aussi de donner un état d'esprit orienté sécurité. Alors, l'objectif, ce n'est pas de rendre tout le monde parano, moi c'est un peu mon métier, donc je suis peut-être un peu plus que d'autres, mais en tout cas de faire attention à ce que, malgré tout, on ne se fasse pas voler des informations, des fois bêtement. Le nombre effectivement de personnes qu'on va travailler sur des sujets plus ou moins sensibles dans les trains, dans les avions, et quand on est assis à côté, voilà, c'est globalement open bar. J'ai d'ailleurs, dans certaines des sensibilisations que je fais, j'ai fait quelques photos de ce genre de choses que je présente, et quelquefois, ce sont des documents sensibles. Alors, la dernière étape, c'est bien sûr la certification, mais c'est optionnel, je dirais, mais complètement. Quitte à avoir fait le travail préalable, autant obtenir le diplôme. Hein. C'est comme si on était, voilà, on a passé son année scolaire, on a travaillé pour avoir son diplôme, et puis on ne le passe pas. C'est un peu dommage, c'est un peu dommage parce que finalement c'est quand même une reconnaissance du travail qu'on a fourni. Et puis, comme tu le soulignais tout à l'heure, aujourd'hui, être ISO 27001, de plus en plus dans les grandes entreprises, elles réclament auprès de leurs sous-traitants. Ça devient une exigence. Ça devient une exigence qui facilite le. On a des cas concrets hein, de grands comptes. Alors je pourrais pas les citer, mais de grands comptes qui ont exigé que leurs fournisseurs, qu'un certain nombre de leurs fournisseurs, des fournisseurs dits sensibles, et en particulier des fournisseurs qui traitent des données pour leur compte, donc typiquement dans le monde du data management, se certifient, sans quoi ils ne pourraient plus travailler pour eux. Donc c'est des choses qu'on commence à voir avec des exigences de plus en plus présentes sur ces sujets-là, puisque effectivement, on digitalise tout partout. Et on voit bien les métiers de la logistique qui sont devenus full digital, on voit bien les métiers du data management qui deviennent full digital ou une grande partie digitale. Il y a cette obligation de s'occuper de l'aspect sécurité. Ça devient vraiment un impératif et de plus en plus de structures le demandent. Donc oui, la certification, c'est vrai que si on a fait tout le boulot du SMSI en amont,
c'est dommage de ne pas aller au bout. Encore une fois, elle est effectivement optionnelle. On peut toujours mettre en place un SMSI en se disant j'ai envie de faire certifier dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Pourquoi pas? Ce n'est pas non plus infaisable. Et ça permet déjà de présenter des choses en termes d'organisation de sa sécurité. Alors Lionel, avant de passer à la question, enfin à la séance de questions-réponses, on va devoir conclure. J'ai vu le petit mot d'Adeline. Merci Adeline. Donc vous pouvez vous inscrire avec un petit bouton pour le prochain webinaire donc, du 22 juin sur les smart data. Donc là, on reviendra sur des aspects un tout petit peu plus marketing du terme sur le traitement de la data. Mais pour conclure ce webinaire, donc on va juste parler un tout petit peu rapidement donc d'une durée. On a mis quelques dates parce qu'il y a 2 sujets qui sont toujours corrélés avec ces projets, c'est-à-dire c'est combien de temps ça prend et puis combien ça coûte. Voilà. Des sujets qui fâchent. Voilà. Donc en moyenne, mettre en place un SMSI quand on arrive dans une organisation qui tourne, donc il y a un système d'information qui tourne, voilà, c'est à peu près 12 à 24 mois. Ce que ça veut dire, ce n'est pas 12 à 24 mois de temps plein, on va y revenir après sur l'aspect coût, mais en termes, comme ce sont des processus qu'il faut déployer, faut le temps de les écrire, il faut le temps de les personnaliser au contexte, et puis il faut le temps de les mettre en musique et de les mettre en œuvre. Et pour ceux qui veulent aller à la certification, il y a ce qu'on appelle le premier tour de roue, c'est-à-dire le fonctionnement de l'ensemble des processus qui est attendu par les agences de certification, qui doit avoir duré, lui, à minima, alors, il peut y avoir quelques exceptions, mais d'une manière générale, à minima, on va dire 4 à 6 mois. Voilà. Donc, effectivement, on est sur des sujets qui prennent un certain temps, il ne faut pas être trop pressé. Si quelqu'un vient me voir aujourd'hui en me disant « moi, je vais être certifié dans 2 semaines », je vais lui dire que je suis très heureux pour lui, mais très désolé également, parce que ça ne va pas être possible. Voilà. Donc, sachez-le, ce sont quand même des sujets qui prennent un certain temps. Alors, la vision budgétaire, bien évidemment, va découler du travail qu'on va mener, parce qu'en fonction du temps qu'on va devoir y passer, etc. Alors, en fonction de l'entreprise, en fonction de l'état de l'art qui est déjà présent dans la structure, eh bien, effectivement, on a mis quelque chose qui, on va dire, oui, la fourchette est très large. Très large. Très large, mais voilà. Mais c'est difficile de dire autre chose que ça. Moi, j'ai travaillé pour la certification d'entreprises de plusieurs dizaines de milliers de personnes et on était effectivement sur des montants en millions d'euros, entre 1 et 2 millions d'euros. Et puis sur des structures de beaucoup plus petite taille, on est sur quelques dizaines de cas d'euros. Donc ça dépend réellement de la maturité, ça dépend de pas mal de choses. Mais encore une fois, on peut avoir des budgets tout à fait adaptés à des PME, à des structures de petite et moyenne taille. Alors, ce qu'il faut retenir également dans cette vision budgétaire, c'est que, tout comme Amabis, le cabinet Atexio intervient sur 3 grandes composantes que sont les aspects vraiment organisationnels, des aspects techniques et puis surtout aussi des aspects humains, parce que finalement, beaucoup de failles de sécurité sont dues à des, on va dire entre guillemets, défaillances humaines, parce que par négligence, par ignorance aussi, il y en a beaucoup. Donc, tout l'aspect sensibilisation et formation qu'on évoquait tout à l'heure. Qui est extrêmement important. D'ailleurs, c'est un chapitre entier de la norme. Voilà. Ce n'est pas fait au hasard, c'est vraiment important. Voilà, alors il y a, on vous donne quelques liens ici qui vous permettront d'avoir des compléments d'information donc sur les bonnes pratiques, sur tout ce qu'il faut savoir en matière de sécurité et de menaces informatiques pour compléter un petit peu cet exposé. 2 petits mots sur Amabis, puisqu'on certains ne nous connaissent pas encore, je vais dire, et alors qu'on fait des efforts quand même pour communiquer. Donc c'est une approche globale, je viens d'en parler à l'instant, parce qu'elle est, c'est une double approche en fait. Elle est transversale au sens organisation humaine, ressources humaines et technologique. Je viens de l'illustrer avec, puisque le parallèle avec le cabinet Atexio est évident ici. Et puis c'est également une approche métier sur des aspects marketing et commerciaux. Le système d'information très important dans l'entreprise est incontournable aujourd'hui, puisque tout est digital, et puis l'aspect réglementaire qui se fait de plus en plus pressant. On a un métier de conseil d'éditeur et d'intégrateur sur la partie qualité de données, sur laquelle on intervient du conseil à la valorisation des solutions qu'on peut intégrer chez le client, en passant par la prestation, et puis sur les aspects de création de référentiels clients uniques, de CRM et de business intelligence, avec là aussi des études qui vont nous permettre de modéliser le comportement du client afin de le prédire notamment. Voilà.
Alors, quelques références qui sont sur tout type de secteur d'activité, et sachez que sur des aspects et sur des projets précis, on fait appel à des compétences externes, comme celle du cabinet Atexio aujourd'hui, parce que notre vision globale du data management nous appelle à intervenir sur des sujets très pointus, comme celui de la cybersécurité, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas concevoir un système de data management marketing sans avoir cet aspect de cybersécurité. Donc, systématiquement, aujourd'hui, on intègre à nos prestations dans les phases d'audit et autres, cette phase pour pouvoir valoriser justement ces choses-là. Le prochain webinaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le 22 juin. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne WebIKEO, donc Amavis Data Management, et puis on va pouvoir répondre à vos questions. Alors, on en avait déjà une première qui était celle de Roland tout à l'heure, qui n'avait pas bien compris sur la diapositive quand on avait mis diapositive 5. Ouais. Voilà, c'est ça. Hein, donc, Roland nous posait la question sur mais bon, je t'en souviens. Oui, je n'ai pas bien compris, tout est autorisé sauf. Voilà, c'est ça. Oui, je m'en souviens. Oui, alors pour revenir sur ce point-là, en fait, ça c'est une phrase qu'on entend aussi assez souvent, c'est finalement on ne sait pas bien ce qu'on a dans notre système d'information. Hein, quand on fait des analyses de risque dans les structures qui nous tiennent ce type de discours, on se rend compte que la vision ce qu'on appelle les assets, hein, les biens, je rappelle, un système d'information, c'est du matériel, du logiciel, bien sûr, hein, c'est de l'informatique, c'est du réseau, mais c'est aussi de l'humain, c'est aussi des locaux qui permettent de faire l'ensemble du système d'information. Et on a souvent une vision incomplète, les organisations en question ont souvent une vision incomplète de ce qui est présent chez elles, et du coup, ne savent pas bien ce qu'elles protègent. Donc voilà, donc on nous dit, alors c'est soit l'un, soit l'autre, j'ai pas mis l'autre, mais l'autre pendant qu'on entend aussi souvent, c'est tout est interdit sauf. Voilà. L'idée de l'analyse de risque, c'est bien justement de faire cet état des lieux pour être sûr que l'on va protéger ce qui a nécessité de l'être, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui est même dans les plus petites structures assez rarement le cas, tant que ce travail n'a pas été fait. Voilà. Alors, j'ai Jean-Michel qui nous pose en fait plusieurs questions. Oui, là, il y a une seule. on a beaucoup de questions qui sont peut-être un peu techniques d'ailleurs pour certaines. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu peux. Alors, quel est le meilleur antivirus selon toi? Là, je ne sais pas si c'est une question à laquelle on peut répondre comme ça. Ouais, non. Alors, on ne peut pas répondre comme ça. Il y a pas. Et là, on va rentrer dans des débats où on pourrait parler des heures et des heures. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un meilleur antivirus. Nous, on en utilise un chez Atexio. Alors, je ne suis pas là pour donner des marques. Mais effectivement, il n'y a pas de meilleur antivirus en tant que tel. Il y a quelques grands de l'antivirus, quelques grandes sociétés qui font de l'antivirus. Et il faut se poser la question en fonction d'un certain nombre de contextes liés à l'organisation. Là, on ne peut pas répondre comme ça à cette question-là de façon aussi simple que ça. Présent sur Lyon, ça c'est plus facile. Ouais. Êtes-vous présent sur Lyon? Alors aujourd'hui, on n'est pas présent. Alors même chose hein, sur les solutions de signature électronique. On pourrait évidemment en discuter. À la limite, il faut peut-être que l'on se parle de façon plus directe. Aujourd'hui, on n'est pas physiquement présent sur Lyon. Atexio n'a pas d'antenne à Lyon. Pour autant, on travaille aussi sur Lyon. Voilà, on est tout à fait capable d'aller sur Lyon. Alors, ensuite, il y avait un firewall, est-il nécessaire? Oui, alors même chose, hein, je pense qu'on va zapper ces questions-là, on pourra en discuter. Pour une machine virtuelle, etc., là aussi c'est pareil. Est-il possible de sauvegarder toutes les données de son PC, application Oui, alors la réponse est oui, mais là aussi, on pourrait... qui permet de verrouiller son micro de PC. Ah, ça c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Je pourrais vous donner des noms. Voilà. Existe-t-il une certification pour une société qui propose des prestations en cybersécurité? Alors, une société qui propose des certifications en cybersécurité peut se certifier 27001, mais il y a des certifications un peu plus spécialisées. Il y en a deux en particulier. Il y en a une qui s'appelle le PASSI, qui est portée par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est une agence de l'État, France. Donc le PASSI, c'est une certification pour les prestataires d'audit en sécurité des systèmes d'information.
Et puis il y en a une deuxième qui s'appelle le label France Cybersécurité, Catexio A. Donc nous on n'a pas passé le PACI, on a passé le label France Cybersécurité. Voilà, après, globalement c'est la même chose, enfin, je le fais simple, hein, mais ce sont les deux aujourd'hui certifications qui existent et qui sont reconnues sur le marché pour les prestataires de cybersécurité. Voilà. Alors, Rachel, dans le cadre d'une DMP, quelles sont les obligations de l'éditeur? Ah oui, ça. Alors le DMP, c'est celui qui va héberger une partie des datas collectées sur les visites web, par exemple. Et donc, ces obligations sont celles aujourd'hui avec le RGPD. Alors ça, c'est quelque chose qui évolue effectivement avec le RGPD, puisque avant le RGPD, seul l'annonceur était responsable, enfin, le responsable de traitement, c'était l'annonceur. Aujourd'hui, avec le RGPD, c'est tous les acteurs qui traitent la data qui sont co-responsables. Alors, cette co-responsabilité, elle va même jusqu'à la personne à l'intérieur de l'entreprise, puisque l'employé peut être également, sa responsabilité peut être mise en cause directement au sein de l'entreprise. Voilà, donc c'est le tsunami du RGPD versus la loi informatique et liberté. Voilà. C'est vraiment, il y a d'autres choses dans le RGPD, mais là où ça joue vraiment, c'est dans cette effectivement extension de la responsabilité à l'ensemble des acteurs, qui peut aller jusqu'à la personne physique, effectivement. Voilà, donc on peut dire, pour répondre de façon très concrète à la question de Rachel, c'est qu'aujourd'hui, les obligations d'un éditeur de DMP qui héberge des datas, elle est stratégique parce qu'elle est complètement, dans le cadre du RGPD, impactée par la sécurité des données. Donc la cybersécurité, elle est stratégique, et donc mettre un SMSI et être, je dirais, certifié ISO 27001, finalement, c'est pas une bête idée pour le coup. Voilà, je vais dire, c'est presque obligatoire. Voilà. Alors, ok, Jean-Michel, non, vous n'aviez pas posé trop de questions. Alors, Hervé nous pose une question avant Hervé. Oui, non, Hervé nous pose, connaissez-vous la norme PCI DSS? Oui, bien sûr. Bien sûr, donc PCI DSS, alors là on sort un peu du data management, mais je vais faire très, très vite. On est dans le monde de la carte bancaire. On est dans le monde de la carte bancaire, en fait, c'est le traitement des données sur les cartes bancaires, ce qu'on appelle les PAN, dans notre jargon toujours, qui sont soumis à cette norme, qui est une norme américaine, et qui oblige là aussi à un certain nombre de mises en place de processus et de mécaniques techniques et organisationnelles de sécurité de l'information. Oui, on travaille sur ces sujets-là, on accompagne des clients pour la mise en place des normes PCI DSS. Alors, d'une façon générale, on peut répondre à Hervé que lorsqu'on est dans un cadre ISO, bien sûr, les différentes normes peuvent coexister et doivent coexister, puisque dans le cadre d'un SMSI, si vous avez une obligation particulière qui est liée à votre métier, je pense notamment au métier bancaire, là ici, puisque c'était l'aspect de la carte bancaire, dans le cadre du SMSI, vous devez répondre obligatoirement à une norme en particulier qui est celle du PCI. Donc oui, elles cohabitent et elles sont effectivement... Alors, complètement, elles cohabitent, on a plusieurs clients qui sont à la fois certifiés 27001 et certifiés PCI DSS. Elles sont complémentaires, elles ne traitent pas du même sujet, effectivement, donc il y a une forme de complémentarité, puisque le PCI est vraiment orienté sur le PAN de la carte bancaire, alors que l'ISO va être beaucoup plus global, beaucoup plus large. On peut définir un périmètre PCI et ISO qui soit identique. Il n'y a rien qui l'empêche. Alors, je vois Rachel complète sa question en disant il n'est pas recommandé d'utiliser une DMP en open source. Alors, je crois qu'il faut faire une distinction entre l'outil et puis, je dirais, la société qui va l'exploiter. Parce que, finalement, l'open source, effectivement, est un outil qui va être peut-être plus sujet aux failles de sécurité compte tenu du fait qu'il est open source. Mais néanmoins, si la société, par ailleurs, met en place un certain nombre de dispositions, c'est comme un peu les CMS avec les sites web qui sont tous, pour la plupart, en open source aujourd'hui. Forcément, la question, c'est quelles sont les mesures que je vais mettre en place derrière pour pouvoir protéger, finalement, cette solution qui héberge chez moi. Bien sûr. Pour moi, la chose est très claire. Open source ne veut pas dire plus ou moins sécurisé. Le sujet, il n'est pas là. Si l'outil open source répond à votre besoin, pourquoi pas. Si c'est un outil dit du marché payant avec une licence, etc., pourquoi pas aussi. Il y a des outils du marché qui sont bien plus difficiles à sécuriser que des produits en open source et inversement. On trouve vraiment de tout. C'est un mix du besoin fonctionnel et du besoin de sécurité qui doit être pris en compte.
D'où l'importance, c'est un sujet qu'on n'a pas traité, mais qui est un point important du SMSI, d'où l'importance de ce qu'on appelle, encore une fois, un autre acronyme, dans notre jargon ISDP, l'intégration de la sécurité dans les projets. C'est-à-dire quand je mets en place un nouveau projet de système d'information, une nouvelle application, une nouvelle fonction, je dois me poser la question de la sécurité dès le début. Et si je fais ça sérieusement et dès le début, eh ben, je vais être effectivement beaucoup plus efficace et je choisirai le bon produit au bon moment. Voilà. Alors ça s'inscrit tout à fait dans la logique du RGPD aujourd'hui avec le Privacy by Design qui fait qu'on doit, dès la collecte des datas, s'intéresser à ce qu'on va en faire parce que, et à la sécurité qu'on va mettre en œuvre sur ces sujets-là. Donc on est vraiment très complémentaires dans ces analyses de process de départ dans lesquelles il faut penser utilité et sécurité systématiquement. Voilà. Je vous rappelle que dans le RGPD, le PIA, le Privacy Assessment, va avoir, le modèle du PIA, c'est un modèle d'analyse de risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise ISO 27005 pour faire des analyses de risque du système d'information ou pour faire des PIA. Donc, encore une fois, on est complètement dans des concepts équivalents. C'est vraiment des modèles les concepts, oui, voilà, les concepts sont les mêmes. Voilà, donc on rentre dans une certaine formalisation préalable, dans une certaine méthodologie de travail avec beaucoup plus de rigueur, c'est-à-dire qu'on ne part pas sur comment est-ce que je vais installer tel logiciel en fonction de mes besoins, mais plutôt dans un contexte plus global finalement, dans lequel on est dans une analyse de risque et d'utilité systématique de l'ensemble du data management au sein de l'entreprise pour qu'il soit cohérent en termes d'utilité et encore une fois de sécurité. Voilà. C'est très clair. OK. Merci Adeline encore de rappeler que vous pouvez vous inscrire au prochain webinaire sur la Smart Data pour le 22 juin. Je pense qu'on a répondu. Alors Hervé nous pose une dernière question peut-être. Voilà. Donc en tout cas, merci à tous. Merci Hervé, merci de votre attention, merci de votre écoute. S'il n'y a plus de questions Hervé, voilà, c'est sympa. On vous donne rendez-vous donc très bientôt. Contactez-nous directement, vous avez toutes nos coordonnées. Et puis, bien sûr, on vous mettra en relation avec Atexio et on saura également répondre à vos questions sur tout ce qui est du data management et de la démarche du RGPD qui sont, vous l'avez compris, corollaires et sur lesquels Amavis s'appuie avec des experts donc, pour vous accompagner sur ces sujets. Merci Jean-Michel. Merci à tous. Merci à tous. Et puis donc, merci, voilà. Merci Patrick et à très vite sur la chaîne du Data Management. Et puis, je vais vous mettre en ligne le PowerPoint donc en PDF de cette présentation. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.